Bonjour à tous et bienvenue, vous écoutez Dans la Poche, un podcast dédié à la tech, au minimalisme et à la productivité. Je m'appelle Florian Beaufreton et je suis ravi de vous accueillir en compagnie d'Abdel Amrani, co-animateur de ce podcast. Dans cet épisode, on va revenir sur les annonces d'Apple et la sortie de l'iPhone 12. On va revenir rapidement sur les nouveautés de ces smartphones, car oui, il y en a plusieurs, et on va surtout s'intéresser ensuite aux usages que l'on fait d'un smartphone haut de gamme. Est-il intéressant, pertinent, utile de changer de smartphone chaque année ? Faut-il craquer pour la nouveauté ? N'hésitez pas à participer au débat dans les commentaires sur YouTube, tout en restant constructif et bienveillant. Si le programme vous intéresse, je vous laisse mettre votre casque sur vos oreilles, rangez votre smartphone dans votre poche, et c'est parti. Salut Abdel, comment ça va ? Salut Florian, ça va très bien et toi ? Super, écoute, merci de m'accompagner encore une fois pour ce podcast où on revient sur les dernières annonces d'Apple. Alors Apple a fait une keynote le 13 octobre de mémoire et ils ont annoncé des nouveaux produits, dont 4 nouveaux iPhones et un petit HomePod mini. Le HomePod mini, c'est en gros une petite boule qui ressemble, pour ceux qui connaissent, à la Google Home Mini par exemple. C'est une toute petite enceinte qu'on peut utiliser chez soi, qu'on peut poser un peu dans n'importe quelle pièce et qui est équipée, donc dans laquelle est inclus l'assistant vocal Siri d'Apple. Donc ça, c'est vraiment tout simple, hein. Il y a rien d'extraordinaire non plus dans cette enceinte. C'est une enceinte connectée, on va dire, un petit peu comme une autre, équipée de Siri, bien sûr. On la retrouve dans 2 coloris, c'est ça, Abdel ? Exactement, c'est en blanc et en gris, la couleur Space Gray de Apple. Donc comme tu l'as mentionné, rien d'extraordinaire. En fait, c'est un nouveau produit qui va venir concurrencer la gamme Echo chez Alexa et la gamme Nest chez Google, qui sont un peu plus abordables en fait que le prix du HomePod mini original. Ouais, c'est vrai. En plus, oui, tu as raison de préciser Nest, parce qu'en fait, Google Home, avant on appelait ça Google Home Mini, mais maintenant ça s'appelle Nest Mini, c'est ça ? Exactement, le nom a changé. Ouais, ça a changé un peu de nom. Ok, et donc là, l'un des trucs un peu, on va dire, étonnants de la part d'Apple, c'est que c'est un produit du coup qui se retrouve quasiment l'un des moins chers de tous leurs produits, 99 $, il me semble. En euros, ça doit être plus ou moins la même chose. C'est pas si cher que ça pour un produit Apple. Exactement, c'est la surprise du chef. On ne s'attendait pas à avoir ce prix. 99 $ US, c'est quand même très très attrayant. Donc en fait, les gens qui avant se dirigeaient automatiquement vers les produits Amazon et les produits Nest, peut-être qu'ils vont y penser cette fois-ci. Ouais. Ils ont un écosystème Apple. Ouais, mais c'est vrai qu'au final, bon, on dit que c'est un produit pas très cher, ok, mais au final, est-ce qu'il faut pas forcément un produit Apple type iPhone pour l'utiliser, tu vois ? Ouais, tout à fait. Ça vient compléter en fait la Ok. gamme. Il peut être utilisé de façon autonome. Il y a des applications. C'est encore limité par rapport à ce que les 2 autres concurrents peuvent faire. Je pense que Spotify n'est toujours pas supporté là-dessus. Non, il n'y est pas. Donc, les gens qui sont abonnés à Spotify, peut-être que ça va pas les intéresser. Donc, Ouais, clairement, c'est mon cas, hein. Clairement, moi, je suis sur Spotify et je veux pas du tout passer sur une enceinte connectée qui ne supporte pas Spotify. Ça ne fait aucun sens. Donc j'espère pour eux, enfin c'est pas que j'espère pour Apple, mais ça serait bien quand même qu'ils évoluent un petit peu. Ils ont un petit peu évolué parce que maintenant, au lieu de ne supporter que leur système Apple Music, maintenant tu peux utiliser, il me semble, Amazon Music et Pandora ou ce genre de choses, mais tous les services sont pas dispo. Donc j'espère que ça va évoluer avec le temps et qu'on pourra bientôt utiliser soit Deezer, Spotify ou d'autres avec la gamme des HomePod. Exactement. Je pense qu'à part le prix, il n'y a pas grand-chose à mentionner. C'est des choses qui existent déjà sur le marché, sur d'autres produits. C'est juste maintenant, c'est plus abordable. Ok, bon. Et donc juste pour préciser, je crois que ces produits-là, enfin le HomePod mini sera disponible à partir du 6 Du novembre à 6. la commande et puis sera envoyé à partir du 16, il me semble. Exactement. Ok, Exactement. bon, voilà, ça c'était la première petite annonce que nous a fait Apple pendant la keynote. Et ensuite, ils ont annoncé les 4 modèles d'iPhone. Alors, est-ce que tu peux me parler de ces 4 modèles, Abdel, s'il te plaît ?
Donc les quatre modèles étaient encore une fois, ça a fuité dans les médias sociaux. On avait déjà quelques images, les specs et puis en fait les caractéristiques principales de ces modèles-là. Et ça c'est appliqué, c'est le cas pour les quatre. C'est l'arrivée de la 5G sur les iPhones. Ouais. Qui a été quand même annoncé comme pas la surprise, mais la grosse annonce en fait par rapport aux spécifications. Donc en fait, il y a eu des tests qui ont été faits avec Verizon aux États-Unis sur leur réseau, le ultra wideband 5G, où est-ce que ils nous ont démontré que ça peut monter jusqu'à 4 gigabits par seconde en download et en 200 mégabits par seconde en upload. Ça c'est les meilleurs dans les meilleurs scénarios. Ok. Donc ils ont en fait, c'est un réseau avec une super grande, genre une super basse latence plutôt. En fait, ils ont ajouté des algorithmes aujourd'hui qui permettent de switcher facilement entre la LTE et la 5G. Ok, C'est la quelque LTE, chose c'est la 4G, hein, c'est ça? Parce que en Europe, enfin plus particulièrement en France, le terme LTE, on l'utilise quasiment pas. C'est un truc très Amérique du Nord, je pense, enfin anglophone. Nous, on dit 4G et 5G, et aux États-Unis et Canada, vous dites LTE à la place. Je préfère exact. préciser parce que je pense que ça parlera pas à tout le monde. Exact. Donc la nouveauté c'est le design, donc un nouvel iPhone en fait avec un design un peu plus carré, des côtés un peu plus carrés, exactement comme celui des iPad Pro, les iPad Pro 2018 et les iPad Pro 2020. Donc changement de design, c'est quelque chose de surprenant quand même hein, quand on vient à un design qui ressemble beaucoup au design de l'iPhone 5. Ouais, 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 mais en Avec fait, le truc qui est à remarquer quand même, c'est que tous les 2 ans, Apple renouvelle le design pour donner un peu ce côté neuf, nouveauté, que les gens aient vraiment l'impression d'avoir un nouveau téléphone en main. Parce que pour les gens qui changent chaque année, en fait, si au bout de 2 ans, tu rachètes toujours un téléphone qui a le même design, tu as moins cette impression de nouveauté, encore une fois, et c'est vraiment quelque chose, à mon avis, de psychologique. Donc je pense que c'est pour ça que tous les 2 ans, ils vont renouveler un peu leur design, et là, ils reviennent à un design qui est plus similaire à celui de l'iPhone 4 et 5, mais également qui se rapproche fortement, comme tu disais, de l'iPad Pro. Donc ils unifient un petit peu les designs avec leurs différents produits, en fait. tout à fait, tout à fait. Je suis tout à fait d'accord par rapport à ce point. C'est tous les 2 ans, on a un nouveau design en fait qui vient un peu casser cette routine en fait qui s'installe au bout de 2 ans. Les iPhones commencent à ressembler tous, ils ont tous le même design, donc ça vient changer un peu tous les 2 ans. Ouais. L'autre nouveauté, en fait, ils ont annoncé l'écran en fait de ces 4 iPhones. Encore une fois, c'est une spécification sur les 4 iPhones. Ils utilisent une technologie qui rend l'écran un peu plus, on va dire un peu plus endurci, Solide. un peu plus solide. Donc, ils ont annoncé une métrique qui en dit 4 fois plus solide que l'ancienne génération. Encore une fois, c'est bienvenu. Hein, ça va permettre aux gens Ouais. qui font pas attention à leur téléphone de pas briser facilement leur écran. L'autre annonce, en fait, c'est par rapport à l'écran. En fait, là, c'est un écran OLED. Ils appellent ça le Super Retina XDR Display. Les bons Donc, encore termes une fois, c'est marketing d'Apple. exactement, c'est l'OLED à la sauce Apple. En fait, qui supporte maintenant du HDR, HLG et Dolby Vision. Ok. Bien entendu, avec un nouvel iPhone, ben, il y a eu une nouvelle puce, donc la puce A14 Bionic. On rentrera pas dans les spécifications, mais c'est une puce assez puissante et permet aux gens de jouer à des jeux. Il y a eu une démonstration par rapport à League of Legends. Donc les gens qui sont passionnés de jeux vidéo sur l'iPhone, ben, ils vont se régaler peut-être avec cet iPhone. Ok. Ouais, quand on parle de puces comme ça, à chaque nouvelle annonce d'un iPhone, en général, Apple, lors des keynotes, nous sort des chiffres ou des pourcentages de plus puissants, de plus rapides, de tout ce que tu veux. Il faut simplement se dire, on rentre pas dans les détails, comme tu as dit, mais simplement, à chaque fois, c'est forcément meilleur que le précédent. Voilà. On va pas, Et- on va pas aller beaucoup plus loin que ça, mais clairement, c'est juste un meilleur processeur parce que, évidemment, ils l'ont amélioré, quoi. Mais ça serait étonnant Exactement. qu'ils te sortent un nouvel iPhone en disant waouh, cette année on s'est pas embêté, on a sorti une puce qui est comme la dernière. Comme la dernière.
Ouais, c'est juste drôle comment ils utilisent les superlatifs à chaque fois pour qualifier Ouais. les nouveaux iPhones. En tout cas, ça fait partie du show, c'est drôle, ça fait rire tout le monde. Donc une puce beaucoup plus puissante qui va permettre plus d'usage, surtout pour les passionnés de jeux vidéo sur téléphone. Donc ils vont pouvoir jouer à des jeux encore plus gourmands Ouais. Ok. que les précédents. Ok. Bon, du coup, juste un petit résumé pour tout ce qui est similaire entre tous les iPhones qui ont été annoncés, donc les 4. Donc, ils sont compatibles 5G. 5G, pour vulgariser, c'est, on va dire, la fibre optique sur votre téléphone, ce qui est quand même pas négligeable, avec des super débits. Donc, vous allez pouvoir télécharger, regarder des vidéos sans latence, hyper rapidement, enfin, de très bonne qualité, etc. Ensuite, vous avez le design qui a changé, donc qui est plus carré, un petit peu à l'image de l'iPad Pro notamment. Un écran plus solide avec une nouvelle technologie qu'ils ont appelée Ceramic Shield et une nouvelle puce également. Donc ça, c'est pour les côtés, on va dire, similaires. Quelles sont maintenant les différences entre les différents modèles? On va commencer par l'iPhone 12 mini. Abdel, quelles sont les caractéristiques de ce téléphone en fait? Donc le iPhone mini, la nouveauté en fait, c'est un écran de 5.4 pouces qui commence à 699 $ US. On va revenir sur les prix en euros plus tard. L'iPhone régulier, en fait, l'iPhone 12 tout simplement, l'écran fait 6.1 pouces. Donc quand même une différence entre le mini et le régulier. Ils viennent en 5 couleurs, en fait, blanc, noir, encore une fois le Space Gray, Red, la série Red de Apple. Et la nouveauté maintenant, c'est le bleu, comme pour les Apple Watch. Pour la gamme Pro, donc encore une fois, on a deux téléphones, le iPhone 12 Pro et le iPhone 12 Pro Max. La différence, en fait, encore une fois, c'est au niveau de la taille, plus d'autres spécifications qu'on va aborder plus tard. Donc, le 12 Pro fait 6.1 pouces, là où le iPhone 12 Pro Max fait 6.7 pouces. Comme tu l'as dit, il y a quelques petites différences entre le 12 Pro et le 12 Pro Max. D'habitude, c'est des modèles qui sont similaires, il y a juste la taille d'écran qui change. Mais là, quelles sont les nouveautés, quelles sont les différences, les petites subtilités entre les deux? Alors, la différence entre les deux, le iPhone 12 Pro et le iPhone 12 Pro Max, en fait, c'est au niveau de la taille des pixels. En fait, le iPhone 12 Pro Max a des pixels qui sont plus gros que ceux qui existent sur le iPhone 12 Pro, ce qui va permettre des usages un peu plus en basse luminosité. Donc, ça va être pour les gens qui vont viser des photos de nuit, des photos d'extérieur en basse luminosité. Ok. Ouais, donc en gros, c'est une amélioration vraiment spécifique à la photo, mais il n'y a rien d'autre qui est nouveau enfin, qui est différent sur ce modèle. Ça va vraiment s'adresser plus aux photographes un peu, ou enfin, les créateurs de contenu qui utilisent leur téléphone comme un outil de travail de création, c'est ça? Exactement, exactement. Ils ont annoncé en fait dans la keynote, il y a eu une intervention d'un réalisateur en fait qui fait des films avec des iPhones qui a dit tout le bien qu'il pense de ce nouveau capteur. Ok, donc ça c'est à peu près tout pour les annonces sur la photo pour ces 12 Pro et 12 Pro Max. Est-ce qu'il y a d'autres nouveautés, Abdel? Oui, ils ont annoncé en fait le nouveau format Apple RAW qui maintenant c'est au niveau logiciel en fait, c'est l'équivalent RAW qu'on retrouve sur les autres appareils photo ou aussi sur les d'autres téléphones mobiles comme les Samsung. Ce qui a été annoncé aussi, c'est le HDR en fait en enregistrement en 10 bits. Qui est quand même assez intéressant. Donc, il fait du Dolby Vision HDR 4K 60 images secondes, qui est quand même assez impressionnant. Ils ont mis le point sur le fait qu'avec les nouveaux iPhones, on peut enregistrer, on peut éditer et on peut partager dans ces formats-là, le Dolby Vision, le HDR+, et le HLG. Ok, donc ça, on va dire, je vais essayer de traduire assez rapidement pour que tout le monde ne nous lâche pas à ce moment-là. Tous ces termes, Apple RAW, HDR, 10 bits, etc., Dolby Vision, en gros, c'est des normes vidéo. C'est très, on va dire, c'est très technique, mais c'est une qualité d'image améliorée, avec des couleurs améliorées, avec un nombre d'informations dans les pixels, dans les couleurs améliorées. Enfin bref, tout est amélioré pour grossir le trait. Et ça, que ce soit au moment de la prise de photos ou de vidéos, au montage ou au moment du partage, tout peut se faire sur l'iPhone et tout sera dans ces normes-là génialissimes. Voilà, ça c'est la traduction la plus grand public que je puisse faire. Donc en gros, vous avez un iPhone dernière génération, dernier cri, trop bien, avec une qualité vidéo de dernière génération. Voilà.
Exactement, tu fais bien de rien. Non, parce qu'en fait, même moi, en écoutant tous ces mots-là, je me suis dit, mais si je me mets à la place de ma mère, je pense qu'elle va être perdue genre, au bout des 2 premiers mots. Donc, il vaut mieux traduire un petit peu pour tout le monde. Et puis, même si il y a des connaisseurs parmi ceux qui écoutent ce podcast, je préfère traduire et vulgariser un petit peu, même si c'est trop vulgarisé, juste pour donner une petite idée aux gens qui n'ont pas ces informations de mots trop techniques. Voilà. Exactement, ça va intéresser que les gens qui font de la colorimétrie et qui font de l'édition de photos un Voilà, peu plus professionnelle. c'est Donc, ça. Donc voilà, pour l'aspect photo, il y avait beaucoup de choses, mais c'était tout ce qu'on pouvait en dire globalement. Il y a aussi le scanner LiDAR, c'est ça? Qu'est-ce que c'est, Abdel? Est-ce que tu peux me dire un peu plus? Est-ce que tu peux en dire exactement. plus par rapport à ça? On a vu arriver ça sur les iPad Pro 2020. En fait, c'est un capteur qui permet en fait de prendre les dimensions d'une pièce, d'un objet, et puis permettre de le mettre en 3D. Ça, c'est vraiment cool. Ça, c'est quelque chose qui va permettre dans le futur de pouvoir. Je donne un exemple assez simple. On veut acheter un canapé, et puis on n'a pas vraiment conscience de l'espace qu'on a chez soi. Donc, avec un capteur LiDAR, on a déjà la taille de l'objet. On peut déjà le positionner dans la pièce de façon 3D, avoir une idée de l'espace que ça va prendre dans la pièce. Wow. Ok, ouais, donc ça c'est vraiment cool pour le coup. On est dans le futur là. Exact, et puis il y a des compagnies comme Ikea qui ont développé des catalogues, et donc le LiDAR, aujourd'hui, le LiDAR sur les iPhones ainsi que les iPads peuvent utiliser avec des catalogues Ikea ou d'autres compagnies qui font un peu qui en font le même usage. Ok, bon. Très bien. Après, à voir si on s'en sert souvent, hein. Ça fait partie des nouveautés tech de ces iPhones. Mais même si c'est intéressant sur le papier, est-ce que au quotidien, les gens qui posséderont ces iPhones-là vont s'en servir? Ne suis pas certain. Mais on va parler d'une autre technologie qui, elle, pourrait être peut-être plus intéressante pour les utilisateurs. C'est le MagSafe. Est-ce que tu peux me dire ce que c'est? Bah, en fait, c'est le chargeur sans fil qui est arrivé maintenant pour les iPhones. Ça fait plusieurs années que je me rappelle plus du nom à chaque fois, le Air Power, c'est comme ça que ça s'appelait quand on Ouais, je attendait crois que c'est depuis ça, plusieurs années. AirPower. Ouais. Le Air Power qui est jamais arrivé, mais là, MagSafe, avec un nom qui est un peu plus safe, on va dire. Donc, en fait, rechargement sans fil pour les iPhones et pour l'Apple Watch. Le design est quand même assez cool. Je trouvais que c'était plus agréable. Ça ressemble à un petit portefeuille que tu ouvres, où est-ce que tu peux glisser en fait le téléphone pour qu'il se recharge, et avoir aussi la montre sur le côté qui est un peu plus inclinée. Assez sympa. Ouais, ils ont sorti des accessoires par rapport à ça. Bon, je vous laisserai dans les liens du podcast la page dédiée où vous allez pouvoir voir ces accessoires-là. Donc c'est assez cool, n'hésitez pas à aller checker ça. En parlant de chargeur, il n'y aura plus tout comme pour les iPads, il n'y aura plus le bloc de charge dans la boîte, c'est ça? Exactement, il n'y aura plus le chargeur. Encore une fois, ça fait partie de leur politique d'environnement, où est-ce qu'ils veulent réduire un peu l'empreinte. Ce qui n'est pas forcément une mauvaise chose. On l'avait Ouais. déjà mentionné dans le podcast sur les Apple Watch. On a tous aujourd'hui des chargeurs qui sont encore plus puissants que ceux qui viennent avec les iPhones, et qui permettent de recharger plus de téléphones en même temps, plus d'appareils, je veux dire, en même temps. Donc, je peux que les soutenir dans cette direction-là. Ok, donc pour terminer cette présentation des iPhones, on va évoquer les prix évidemment, avec l'iPhone 12 mini qui commence à partir de 809 euros et qui commence à 64 Go d'espace de stockage disponible. Ensuite, on a l'iPhone 12 qui commence à partir de 909 euros, donc 100 euros de plus que le mini. Et pour passer aux iPhone 12 Pro, l'iPhone 12 Pro normal, entre guillemets, est à partir de 1159 euros, alors que le 12 Pro Max, lui, commence à partir de 1259 euros. Bon voilà, je pense qu'on a fait le tour de toutes ces annonces d'Apple, de ces nouveaux iPhones. Maintenant, ce que j'aimerais savoir, Abdel, c'est est-ce que toi, tu craquerais pour ce nouvel iPhone? Et lequel? Alors, la question qui tue. Je sais pas encore, en fait. Attends, Comme on va commencer par la base, parce que c'est peut-être pas la bonne première question. Quel iPhone tu as en ce moment? Déjà, c'est peut-être ça la bonne question à poser. Bah, en ce moment, je suis un dinosaure en termes de modèle d'iPhone. J'ai un iPhone 8 Hein? que j'utilise. L'iPhone Oui, 8?
Un iPhone 8, exactement. C'est l'iPhone qui est fourni par la compagnie. Donc, en fait, au lieu d'avoir deux téléphones, un personnel et un professionnel, j'ai décidé d'avoir que le téléphone de la compagnie. Et D'accord. en Ah, fait, c'est un téléphone professionnel que tu as. Ok, d'accord, je comprends. Donc c'est pour ça que c'est pas toi vraiment qui as choisi ce téléphone. C'est ça. exactement. J'aurais eu le choix. J'aurais peut-être pris un modèle un peu plus récent, bien évidemment. J'aime bien la technologie, j'aime bien avoir la nouveauté, donc j'aurais pris quelque chose de plus nouveau. Mais j'ai choisi en fait de pas avoir deux téléphones, donc je me suis soumis à la règle de la compagnie. Donc j'ai un téléphone de compagnie, un iPhone 8, qui vont probablement changer l'année prochaine pour un iPhone 10. C'est pas les derniers modèles qui sont fournis par les compagnies en fait. Ok. Honnêtement, je n'ai pas vraiment de limitation par rapport. La seule limitation, je peux aborder ça un peu dans les usages un peu plus tard, mais honnêtement, iOS 14 roule super bien sur le iPhone 8. Je ne vois aucune différence. J'ai encore le iPhone avec un bouton physique avec le Touch ID. À côté, j'ai un iPad Pro qui, lui, il n'y a plus de bouton physique ni rien du tout. J'apprécie les deux. Je pense pas qu'aujourd'hui j'ai un besoin de passer au 12. Si je fais un saut, on verra. Je ferai peut-être un saut pour l'iPhone 11. En fait, la partie qui m'intéresse là-dedans, c'est la eSIM. La possibilité d'avoir une SIM électronique. Ça, c'est vraiment quelque chose qui est cool. Et aussi la possibilité de scanner des tags NFC. Je suis un fan de domotique et de home automation. Ouais, on en Et parlera dans des futurs podcasts d'ailleurs. ouais, et j'utilise beaucoup les tags NFC. Et avec, je pense, c'est seulement à partir du iPhone 10S qu'on peut scanner des tags sans ouvrir une application. Donc ça j'avoue que j'aimerais bien passer un nouveau modèle que je puisse avoir cette fonctionnalité. Ok. Tu as évoqué, à part le NFC, tu as parlé de l'eSIM. On va venir tout de suite dessus, parce que c'était une des questions que j'allais te poser de toute manière. Est-ce que tu peux me dire exactement ce que c'est pour les gens qui ne savent pas ce que c'est l'eSIM? C'est la possibilité d'avoir un deuxième réseau sur son téléphone sans forcément avoir une puce physique. Donc en fait, il y a des opérateurs un peu partout dans le monde. Via une application, on peut souscrire un abonnement data, audio. On a le choix, il n'y a pas d'imitation là-dessus. Et très rapidement, en descendant d'un avion dans un pays où on est en vacances ou en déplacement, on peut souscrire un abonnement rapidement. On paye avec sa carte de crédit et tout de suite, on a le réseau qui apparaît sur son téléphone. Je trouve ça excellent et c'est très pratique. Ok, donc contrairement à des téléphones où, on va dire à l'époque, il y avait deux emplacements de carte SIM physique dans le téléphone, là sur un iPhone, tu as un emplacement carte SIM physique donc seulement, et l'autre carte SIM, elle est virtuelle, c'est une électronique, et tu peux l'avoir, tu y accèdes directement depuis Internet, tu t'enregistres et tu l'as. C'est ce que je fais moi avec mon iPhone 10S. J'ai une carte SIM physique canadienne et une carte eSIM française. Donc je n'ai qu'une seule carte physique dans mon téléphone et l'autre, elle est totalement électronique. Elle est intégrée dans mon téléphone. Donc ça, c'est plutôt pratique. Et c'est vrai que ça, c'est une super avancée. Enfin, ça fait quelques années maintenant, mais c'est vrai que c'est une super option à avoir sur son smartphone. Exact. Et à mentionner que c'est pas une technologie qui est propre à Apple. Tout à Moi, fait. j'ai eu cette fonctionnalité dans des téléphones Android. Mhm. Ouais. Il y a plus, allez, on va dire, il y a plus de 10 ans de ça, là, des téléphones avec de carte SIM. Donc, c'est pas une nouveauté, mais l'usage est quand même très très cool. Je suis sur un iPhone. J'utilise un iPad. J'ai un Mac. Donc, je suis dans l'écosystème de Apple. Donc, Ok. si je fais le switch vers un téléphone qui supporte la eSIM, ça va être forcément un iPhone. Ok. Et d'ailleurs, pourquoi Apple? Pourquoi tu aimes cet écosystème? Est-ce que tu peux me dire ce qui t'a convaincu? Je vais donner un peu d'historique là-dessus. En fait, j'étais un utilisateur d'Android depuis plusieurs années, utilisateur d'Android. Et puis à un moment donné, pour le développement, faire du développement logiciel, en fait, je suis passé sur Mac. Et j'étais très surpris par la plateforme et jamais de la vie je voulais changer pour une autre machine qu'un Mac. Et là, je voyais la puissance de l'écosystème. Donc, en fait, j'ai commencé par un Mac, j'avais un Android à côté, j'étais très limité dans les usages que je pouvais avoir entre les deux. Par la suite, j'ai commencé par un iPhone, j'ai changé, j'ai vu qu'il y avait quand même des choses qui étaient super bien connectées ensemble. L'écosystème permettait de transférer ses photos assez rapidement. On
pouvait recevoir ses messages des deux côtés, on pouvait répondre aux appels sur le Mac aussi et pas que sur le téléphone. Ça a commencé comme ça et petit à petit, j'ai commencé à agrandir un peu tous les devices de mon écosystème Apple et aujourd'hui, personnellement, j'utilise un Mac tous les jours avec un iPhone et avec un iPad. Ok. T'as Et d'autres une Apple appareils? Watch. Une Apple Watch. Ouais, donc t'es équipé entièrement Apple. Est-ce que tu utilises aussi des services d'Apple ou pas du tout? Genre iCloud ou Apple Music, ce genre de choses? Je l'ai déjà utilisé par le passé. J'ai déjà eu un service. J'ai déjà eu un abonnement iCloud où je stockais mes photos, mais je pense que ça va prendre un épisode là-dessus sur les services de cloud et je pourrais Ouais. expliquer en détail pourquoi je n'utilise plus iCloud et que je suis passé sur d'autres services qui répondent plus à mes besoins. Ok. Bon, alors je reviens sur cette histoire d'iPhone parce que tu as un iPhone 8 quand même, ce qui est vraiment très vieux pour moi. Euh, quelle utilité, quel usage tu fais de ton iPhone exactement? Comme je dis, c'est un téléphone professionnel, donc en fait, je prends mes mails là-dessus, je réponds au téléphone, j'ai iMessage qui marche super bien, AirDrop marche très très bien avec mon Mac. Donc en fait, c'est plus plutôt iOS qui m'intéresse et surtout iOS 14 qui vient de sortir qui m'intéresse plutôt que l'appareil du moment que l'appareil, l'équipement physique permet, je veux dire, ses performances. De supporter le logiciel. Donc, je vois aucune limitation aujourd'hui. En termes de photos, j'aime bien faire des photos avec mon téléphone. Donc, l'iPhone 8 Plus, j'ai un iPhone 8 Plus. Donc, en fait, avec la caméra dual. Donc, c'est quand même les photos sont quand même super belles et tout. J'avoue qu'avec un iPhone 11, ou 12, ça serait encore mieux. Mais ça me satisfait pour le moment. Ok. Mais est-ce que tu utilises beaucoup d'applications? Tu as des applications qui sont gourmandes en énergie, en ressources? Est-ce que tu l'utilises vraiment beaucoup dans la journée? Tu passes beaucoup d'heures dessus? Oui, exactement. J'utilise comme j'aurais utilisé un iPhone 11 ou un iPhone 12. Donc, j'ai énormément d'applications. Je dirais même beaucoup trop d'applications. Et j'utilise pour des usages même des fois qui sont un peu plus gourmands. Donc, j'utilise des fois pour accéder à des serveurs à distance. J'ai des applications qui permettent de me connecter rapidement sur ces serveurs. Je fais pas d'édition photo, bien évidemment. Je fais tout ça sur mon iPad Pro. D'ailleurs, c'est la chose que j'adore le plus avec mon iPad Pro. Ok. Donc, pas d'édition photo, pas de vidéo. Je publie des photos avec. Je fais ma petite retouche sur des applications moyennement, on va dire, gourmandes, mais pas rien de lourd en fait. Ok, d'accord. Donc en fait, ouais, t'as pas forcément un gros usage, on va dire, audiovisuel dessus. À part prendre des photos, tu vas aller les retoucher ensuite sur ton iPad, donc c'est pas forcément là où tu vas vraiment avoir une utilité, avoir un bel écran sur ton iPhone, etc. Donc est-ce que pour toi, c'est plus les usages qui sont plus importants, qui passent au-dessus des specs de ton téléphone? Définitivement, définitivement. C'est iOS qui permet en fait on va dire, qui répond à mes besoins en termes d'usage plutôt que les performances de l'appareil en soi. Ok. Donc, je pense pas qu'avec un iPhone 11, je vais avoir comme les specs, comme ce que Apple annonce justement 4 fois plus, 10 fois plus rapide. Je pense pas que ça c'est quelque chose que je vais sentir au quotidien. C'est plus en fait, si je veux plus rajouter, je sais pas, utiliser l'appareil photo pour prendre plus de photos que ce que je fais aujourd'hui parce que j'ai quand même un appareil photo professionnel, j'utilise mon appareil photo, c'est rare où je vais utiliser mon iPhone pour faire des photos, c'est juste les photos du quotidien, les photos de mon chien, mon chat, les photos du quotidien, mais rien que je vais prendre le temps de retoucher ou que je vais prendre le temps de peaufiner, on va dire. L'autre usage que j'ai aussi de mon téléphone, et là j'avoue que si j'avais un Android, je serais privé de ça, c'est l'application Shortcuts. Avant, ça s'appelait Workflow, je pense, avant que ça se fasse acheter Ouais, par Apple. c'est ça, Workflow. Alors en français, shortcut, c'est raccourci, il me semble, le nom. C'est ça. Oui, désolé pour Non, pour non, mais je l'anglicisme. traduis juste parce que je crois que sur mon téléphone, toi, tu utilises ton iPhone en anglais et moi, c'est en français et c'est écrit raccourci. Voilà.
Exact. Donc, c'est une application en fait qui permet de faire de l'automatisation en fait de tâches. Moi, je l'utilise beaucoup avec mon système de domotique, donc des usages aussi simples que, par exemple, tout à l'heure, j'ai parlé des tags NFC. Ben, avec Shortcuts, on peut déclencher une action à partir d'un trigger. Comment on dit en français un trigger? À partir Euh, un déclencheur, c'est ça, un déclencheur? ouais, je crois. Ouais. Donc en fait, on va avoir, c'est comme un peu, les gens sont habitués aujourd'hui avec le if this then that. Donc en fait, c'est juste, on va dire, si tu scannes ce tag, ben, je veux que tu me fasses telle action. Donc après, les possibilités sont quasiment infinies. Il y a énormément d'applications et d'API qui sont intégrées dans Shortcuts. Donc moi, j'utilise beaucoup ça aujourd'hui. Je dirais quasiment au quotidien parce que c'est vraiment lié à mon système de domotique et j'apprécie énormément. Si je passais sur la plateforme Android, si je revenais sur la plateforme Android, puisque c'est là où j'ai passé plusieurs années, je pense que je perdrais cet usage-là, ça me ferait un peu mal au cœur. Donc, je suis très satisfait aujourd'hui de ce que m'offre en fait iOS avec Shortcuts. Ok. Ouais, cette application, elle est quand même ultra puissante. Alors moi, je suis pas forcément je l'utilise pas énormément parce que je me suis pas intéressé plus que ça, mais je sais que toi, tu es vraiment fan de cette application. Si vous êtes, vous aussi, dans ceux qui nous écoutent sur ce podcast, fan de cette application, n'hésitez pas à nous le dire dans les commentaires de ce podcast sur YouTube notamment. C'est là où c'est le plus simple pour nous laisser des commentaires. Peut-être qu'on vous fera un épisode spécial sur cette application-là et Abdel pourra partager un petit peu tous les raccourcis, tous les petites actions qu'il a automatisées avec cette application. Ça peut être vraiment super intéressant et même moi je suis curieux de savoir ce que tu utilises pour ta maison connectée grâce à cette application-là. Et pour tous ceux qui n'ont jamais entendu parler de cette application-là, en fait, c'est quelque chose qui vous permet d'avoir l'impression d'être un développeur sans savoir coder. C'est-à-dire que vous pouvez assez facilement, j'ai envie de dire, créer des actions qui vont être automatisées sans avoir besoin de code. Et ça, c'est quand même assez génial. Je pense que tu peux confirmer ça, Abdel, toi qui l'utilises beaucoup. Exactement. C'est des blocs qu'on utilise en fait, qu'on met en place pour avoir des actions, pour avoir des déclencheurs, et puis à partir de là, on a plusieurs applications en fait qui peuvent utiliser comme des déclencheurs ou des actions. Donc c'est vraiment super cool. Donc oui, ça me ferait plaisir de partager mon expérience là-dessus. Tu sais très bien, j'ai une très grande passion vers tout ce qui est maison connectée. Ouais. Sans aucune prétention, je pense que je fais partie des premiers qui ont commencé à développer dans cette industrie-là, un peu, je dirais, plus de 12 ans là en arrière. Et aujourd'hui, j'apprécie énormément toutes les applications qui existent parce que ça m'évite de tout coder moi-même. Donc Shortcuts, je trouve que c'est vraiment puissant et elle s'intègre super bien avec mon système de domotique. Donc si les auditeurs sont intéressés, ça me ferait plaisir de partager mon expérience là-dessus. Bon, super. Bah écoute, je pense qu'on laissera les auditeurs nous donner leur avis dans les commentaires et puis on verra si on s'organise ce petit épisode d'ici la fin de l'année, peut-être. Pourquoi pas. Merci beaucoup, Abdel, d'avoir partagé toute cette expérience par rapport à ton iPhone et à cet environnement Apple. Avant de terminer, juste une petite précision. Apple, lors de sa keynote, n'a pas du tout parlé des MacBooks. Ils avaient parlé de ça lors de la WWDC, qui était leur keynote spéciale développeur plus tôt dans l'année. Et est-ce que tu penses que d'ici la fin de l'année 2020, on aura le droit à une autre keynote qui nous annoncera des nouveaux MacBooks avec leurs nouveaux processeurs? J'espère en tout cas parce que c'était vraiment de cette keynote, c'était l'attente que j'avais. J'étais un peu déçu de voir que ils en ont pas parlé, ils ont rien annoncé. Donc, mais je pense que d'ici la fin de l'année, il va y avoir une autre keynote où il va y avoir toutes ces annonces. Moi, j'ai très hâte parce que je suis un utilisateur de MacBook et je vais vraiment me régaler quand il va y avoir ces nouveaux processeurs parce que je sais exactement la technologie derrière, je sais c'est quoi les usages qui vont être débloqués et surtout les performances qu'on va avoir avec ces nouveaux processeurs. Ils appellent ça le Apple Silicon. Donc, j'ai bien hâte de voir ce qui va en sortir. Et je croise les doigts pour qu'il y ait quelque chose cette année. Ah, je sens que là, pour le coup, tu serais prêt à craquer pour un nouveau MacBook plutôt qu'un iPhone. Ah là oui, définitivement. Ça c'est un usage. Et en plus,
dans mon quotidien, donc je vais l'utiliser tous les jours. Et donc oui, définitivement, je craquerai plus pour le dernier MacBook que pour le dernier iPhone. Ok, super. Bon, bah écoute, si jamais il y a une keynote d'ici la fin de l'année, je pense que on repassera devant le micro pour se faire un petit podcast pour parler de ces annonces, et puis tu pourras nous en dire plus sur les nouveautés qui auront été annoncées, et ce fameux Apple Silicon. Merci beaucoup encore, Abdel, d'avoir participé à ce podcast. Et puis, merci à toi. Puis je te dis à la prochaine pour un prochain enregistrement. À très bientôt. Voilà, j'espère que ce podcast vous a plu. Si c'est le cas, je vous invite à me laisser une note sur Apple Podcast afin de mieux le référencer et le faire découvrir à plus de monde. Si vous m'écoutez sur YouTube, n'hésitez pas à me laisser un petit pouce bleu et un commentaire. Et d'ici le prochain épisode, je vous souhaite une très bonne semaine et je vous dis à très vite dans votre poche.